Au dîner de Thanksgiving, mon mari a dit « Je vends notre maison. Ma petite amie, votre demi-sœur Cheryl, a besoin d'un plus grand logement. » Nos enfants étaient assis, horrifiés. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à mon sac à main et je lui ai tendu une enveloppe. Puisque nous faisons tous des annonces. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Tout a commencé à Thanksgiving. N'est-ce pas toujours comme ça? Les plus grandes trahisons semblent se réserver pour les jours qui sont censés être dédiés à la gratitude. La sauce aux érelles bouillonnait encore sur la cuisinière, d'un rouge profond et précieux, projetant dans l'air de petites bouffées de vapeur qui sentaient le zeste d'orange et la cannelle. C'était la recette de ma mère. La cuisine était chaude, un sanctuaire de sauge et de beurre face à l'air vif de novembre à l'extérieur. C'était l'odeur de tous les souvenirs heureux que j'avais. C'est à ce moment-là que le téléphone de Russell a vrombi. Pour la 7e, peut-être la 8e fois ce matin-là. Je me débattais avec la dinde de 20 livres, mes bras tendus alors que j'essayais de bien saisir le plat à rôtir. Par l'embrasure de la porte de la cuisine, je l'ai vu regarder son écran. Un lent sourire, rien que pour lui, s'est étendu sur son visage. C'était un sourire que je reconnaissais, un sourire que je me souvenais de l'avoir vu m'adresser il y a très, très longtemps. Il ne m'était plus destiné. « Chérie, pourrais-tu me donner un coup de main avec la dinde ?» ai-je lancé, ma voix un peu plus tendue que je ne le voulais. Ce monstre est sur le point de glisser directement sur le sol. Dans une minute, a-t-il marmonné, sans lever les yeux. Ses pouces volaient sur l'écran, une conversation frénétique et silencieuse avec quelqu'un qui était clairement plus important que la pièce maîtresse du repas que je préparais depuis une semaine. J'ai pris une profonde inspiration, l'odeur de romarin remplissant mes poumons, et j'ai réussi à hisser la volaille sur le comptoir moi-même. Une douleur vive dans le bas du dos m'a rappelé, comme souvent, que j'avais 48 ans, pas 25. J'avais été marié pendant 24 de ces années. J'avais élevé 2 enfants dans cette maison, soigné des genoux écorchés, organisé des fêtes d'anniversaire et construit une vie entre ces murs. Et mon mari ne pouvait pas prendre la peine de m'aider avec cette fichue dinde. Un nœud d'irritation familier, que j'avalais depuis des mois, s'est resserré dans mon estomac. Mais je l'ai refoulé. Aujourd'hui, c'est pour la famille, me suis-je dit, un mantra que je répétais depuis le matin. Il le fallait. Mon fils, Forrest, était arrivé de Chicago la veille au soir. Il était arrivé l'air épuisé mais élégant dans un nouveau blazer que son travail de consultant l'obligeait à porter. Nous étions restés debout tard, à discuter simplement à la table de la cuisine, et j'ai vu les rides de stress autour de ses yeux qu'il essayait de cacher. C'était un bon garçon, un travailleur acharné. Ma fille, Meredith, avait fait irruption par la porte ce matin-là comme un tourbillon d'énergie joyeuse, les bras chargés de bouteilles de vin et d'un bouquet de fleurs d'automne. Elle était dans sa dernière année d'études supérieures en droit de l'environnement, et elle était brillante et passionnée et remplissait la maison d'une lumière qui manquait depuis un certain temps. Les voir ensemble, assis à la table de la salle à manger qui était dressée avec la porcelaine héritée de ma grand-mère, riant d'une vieille histoire de famille, cela valait tout. Pendant un petit moment, tout semblait normal. C'était comme nous. La table était parfaite. J'avais passé 2 heures rien que sur le centre de table, une grande corne d'abondance débordant de citrouilles miniatures, de courges et de feuilles d'automne. J'avais même trouvé ces petites bougies à piles qui vacillaient de manière si réaliste. Russell était passé devant mon chef-d'œuvre 3 fois ce matin-là en allant se resservir du café, et il n'avait pas dit un mot. Il n'avait pas remarqué. Ou peut-être qu'il s'en fichait. « Maman, cette farce est absolument incroyable », a dit Forrest, la bouche pleine. « Tu as mis des cerises dedans cette année ?» J'ai souri, un sourire sincère pour la première fois de la journée. J'ai fait quelque chose d'un peu nouveau. « Ah maman », a dit Meredith en levant son verre de vin. Ses joues étaient roses, et elle avait l'air si jeune et si heureuse. Pour avoir encore une fois accompli un miracle de Thanksgiving. Nous avons tous trinqué. Et dans ce moment fragile, tout était parfait. C'était le sentiment que j'avais cherché à créer. La chaleur qui s'infiltrait dans vos os et vous faisait sentir en sécurité. C'était le foyer. Et puis le téléphone de Russell a de nouveau vrombi. Une vibration forte et insistante sur le bois poli de la table à manger. Il l'a pris. Son sourire a disparu. Une autre expression a traversé son visage.
de l'agacement, de l'anxiété. Tout va bien de ton côté, papa, a demandé Meredith, le front plissé par l'inquiétude facile d'une fille qui croyait encore que le monde de ses parents était solide. Bien, a-t-il dit, la voix sèche. Il a glissé le téléphone dans sa poche, mais sa jambe a commencé à rebondir. De haut en bas, un rythme frénétique et nerveux qui vibrait à travers le sol. Je connaissais ce rebondissement. C'était son signe révélateur. J'avais été marié avec lui pendant 24 ans. Je connaissais tous ces signes révélateurs. La façon dont il se raclait la gorge juste avant d'annoncer une mauvaise nouvelle. La façon dont ses yeux parcouraient la pièce, ne se posant jamais sur les miens quand il cachait quelque chose. La façon dont il redressait inconsciemment les épaules et bombait le torse comme un homme se préparant à l'impact, juste avant de faire une grande annonce pleine d'importance. Il faisait les trois en même temps. L'air dans la pièce est devenu froid. En fait, a dit Russell. Il a repoussé sa chaise de la table, les pieds de la chaise raclant le parquet dans un son discordant et désagréable. Le bruit a tranché le bavardage confortable, et un silence immédiat et lourd est tombé sur la pièce. Forrest et Meredith se sont arrêtés au milieu de leur phrase, leur fourchette suspendue en l'air. Il s'est levé, en se raclant la gorge. Il a regardé, non pas moi, non pas ses enfants, mais un point sur le mur juste au-dessus de mon épaule. Il s'adressait à un conseil d'administration invisible. « J'ai quelque chose à vous dire », a-t-il annoncé, sa voix portant une étrange gaieté forcée qui m'a glacé le sang. C'était sa voix des grandes présentations, celle qui signifiait qu'il avait répété ces mots devant un miroir. Mon estomac ne s'est pas simplement noué. C'était comme si on me l'avait arraché avec une louche glacée. « Russell », ai-je dit, et ma voix était si faible que je l'ai à peine reconnue. « Quoi que ce soit, ça ne peut pas attendre qu'on ait mangé notre tarte ?» Il m'a complètement ignoré. Son regard est resté fixé sur le mur. « Je vends la maison. » Les mots ont atterri avec la force d'un coup physique. Le temps a semblé ralentir. J'ai vu le verre de vin de Meredith s'arrêter, figé, à quelques centimètres de ses lèvres. J'ai entendu le bruit distinct de la fourchette de Forrest tombant de ses doigts inertes sur son assiette. Le son a résonné dans le silence écrasant. « Quoi » a murmuré Meredith, ce seul mot un souffle d'incrédulité. Mais Russell ne faisait que commencer. Il était sur sa lancée, un train fou lancé dans la destruction. Ma petite amie et ses enfants, ils ont besoin de plus d'espace. Une vraie maison, vous savez. Son petit appartement est tout simplement trop petit et les enfants grandissent si vite. Petite amie. Le mot était une obscénité à ma table de Thanksgiving. C'était une violation. Le visage de Forrest était devenu d'une blancheur fantomatique. Il regardait son père, puis moi, son expression un mélange de confusion et d'horreur. « Papa, de quoi tu parles ? Quelle petite amie ?» Russell a finalement détourné son regard du mur, une lueur d'irritation dans les yeux, comme si notre choc était un inconvénient à son grand plan. Il a poussé un soupir impatient. « Ma petite amie », a-t-il répété, comme si nous étions tous un peu lents. « Cheryl. » Et c'est là que le monde s'est arrêté de tourner. Cheryl. Pas une femme quelconque de son bureau. Pas une inconnue. Cheryl, ma demi-sœur, la jeune fille timide qui était entrée dans ma vie quand mon père s'était remarié. La fille que j'avais prise sous mon aile, conseillée, aimée comme ma propre sœur. La femme que j'avais aidée à traverser un divorce difficile. Celle dont j'avais traité les enfants comme ma propre nièce et mon propre neveu. La femme qui s'était assise dans cette même cuisine une centaine de fois, buvant mon café, pleurant sur mon épaule, me disant à quel point j'étais chanceuse. Meredith a émis un petit son étranglé, comme si elle s'étouffait. « Cheryl » a-t-elle répété, la voix tremblante. « Tante Cheryl. »« Elle n'est pas ta tante » l'a corrigé Russell, sa voix froide et dédaigneuse. La cruauté de la chose était à couper le souffle. Il effaçait notre histoire familiale phrase par phrase. Et elle a besoin de stabilité. Ses enfants méritent une vraie maison. Alors, je leur ai trouvé un endroit magnifique à Westfield. 5 chambres, un grand jardin, de bonnes écoles. Ils vont adorer. Et nous alors ? La voix de Meredith était un murmure rempli de larmes. Ses yeux, fixés sur son père, nageaient dans une douleur si profonde que j'avais l'impression de voir mon propre cœur se briser dans son reflet. Et maman ? Et puis, enfin, il m'a regardé. Son expression était dure,
pleine de défis. Il était préparé à la tempête. Il s'attendait aux larmes, aux accusations, à la scène de ménage. Il voulait que je devienne l'épouse hystérique pour lui donner la justification dont il avait besoin pour cet acte monstrueux. Il voulait une dispute pour pouvoir s'en aller en se sentant comme la victime. J'ai pris une profonde inspiration pour l'étudier. Il allait être très, très déçu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une seule larme. Au lieu de cela, un calme étrange et profond s'est installé en moi, comme une couche de glace se formant sur une mer déchaînée. C'était le genre de clarté qui ne vient que lorsqu'on a touché le fond et qu'on réalise qu'on n'a plus rien à perdre. Lentement, avec une grâce que je ne me connaissais pas, j'ai posé ma serviette en lin à côté de mon assiette. J'ai repoussé ma chaise de la table, le mouvement délibéré et silencieux. Le seul bruit dans la pièce était les sanglots étouffés et déchirants de Meredith. Forrest était raide, la mâchoire si serrée que je craignais qu'il ne se casse les dents, ses yeux fixés sur son père avec un regard de fureur pure et froide. Russell me regardait simplement, un sourire suffisant et plein d'attente jouant sur ses lèvres. Il pensait savoir ce qui allait suivre. Il n'en avait aucune idée. Je me suis levé et j'ai quitté la salle à manger, mais pas régulier et mesuré. J'ai marché jusqu'à la petite table en acajou dans l'entrée, celle où je gardais mon sac à main. Tous les yeux dans la pièce me suivaient. Je pouvais sentir leur regard sur mon dos. J'ai ouvert mon sac, le cuir usé familier frais sous mes doigts. Mes mains étaient parfaitement stables. Il n'y avait aucun tremblement, aucune hésitation. J'ai fouillé à l'intérieur et j'ai sorti une seule enveloppe de couleur crème, impeccable. Je la portais avec moi depuis 3 semaines. Chaque jour, je la transférais d'un sac à main à l'autre, un poids lourd et fin comme du papier. J'attendais le bon moment. Je ne savais pas à quoi ce moment ressemblerait, mais je savais que je le reconnaîtrais quand il arriverait. Et ceci, ai-je réalisé avec une certitude soudaine et glaçante, c'était le moment. C'était le pire moment possible, ce qui en faisait le moment absolument parfait. Je suis retourné à la table à manger. Je me suis approché de la chaise de Russell et j'ai posé l'enveloppe sur la table, juste à côté de son assiette de dinde à moitié mangée. Je l'ai posée directement sur une tache de sauce grasse qu'il avait faite pendant son grand discours. Je me suis penché très légèrement et j'ai rencontré son regard confus. Ma voix, quand j'ai parlé, n'était pas un murmure, mais ce n'était pas non plus un cri. Elle était calme, claire, et portait le poids d'un jugement final. Puisque nous faisons tous des annonces. Puis je me suis retourné, je suis revenu à ma chaise et je me suis assise. J'ai pris ma fourchette et mon couteau. J'ai coupé un petit morceau de gratin de patates douces. Je l'ai porté à ma bouche. Cela avait un goût de cendre et de sueur, mais je l'ai mâché lentement, délibérément. J'ai avalé. Et pendant tout ce temps, j'ai gardé les yeux rivés sur l'homme qui venait d'essayer de détruire ma vie. L'enveloppe était là entre nous, un témoignage silencieux et puissant d'une vérité qu'il n'avait pas encore découverte. Le sourire suffisant avait disparu de son visage. Le défi dans ses yeux avait été remplacé par une peur naissante et vacillante. Il fixait le morceau de papier comme si c'était un serpent enroulé. À ce moment-là, le pouvoir dans la pièce n'a pas seulement basculé. C'était une prise de contrôle hostile, et c'est moi qui détenais toutes les actions. Les doigts de Russell planaient au-dessus de l'enveloppe, une étrange hésitation dans ses mouvements. L'homme confiant qui venait de démanteler l'avenir de sa famille avait disparu, remplacé par quelqu'un qui semblait véritablement effrayé par un morceau de papier. Sa main tremblait légèrement alors qu'il s'en saisissait. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» La voix de Forrest était glaciale. Ce n'était pas une question de curiosité. C'était une exigence. Son regard était fixé sur le visage de son père, une expression de désillusion si profonde que mon propre cœur me faisait mal pour lui. En l'espace de 5 minutes, son père s'était transformé de héros en méchant. « Brenda, qu'est-ce que c'est ?» répéta Russell, sa voix un murmure rauque. Il me regardait maintenant, suppliant, comme si je pouvais annuler tout cela, reprendre l'objet mystérieux qui avait si complètement fait dérailler son discours de victoire. J'ai simplement haussé un sourcil et pris une gorgée de mon vin. « C'est toi qui as commencé », disait mon silence. « Maintenant, tu peux finir. » Meredith, le visage strié de larmes, nous regardait tour à tour. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ?» Sa voix était si petite, si vulnérable. Elle essayait de donner un sens à un monde qui venait d'être bouleversé. J'ai tendu la main sur la table,
la mienne recouvrant la sienne. Elle était froide comme de la glace. Je vais bien, ma chérie. Je te le promets. Et à mon propre étonnement, c'était la vérité. Les mois d'anxiété, de nuits blanches, de sentiments d'une terreur sourde et constante, tout cela avait disparu. À la place, il y avait une certitude froide et dure. Incapable de supporter plus longtemps le suspense et les regards perçants de ses enfants, Russell fit un geste lâche. Il arracha l'enveloppe de la table et la fourra dans la poche intérieure de sa veste, non ouverte, comme si la cacher la ferait disparaître. Le soulagement sur son visage était presque comique. « Tu ne vas pas l'ouvrir » insista Forrest, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Plus tard, marmonna Russell, cherchant maladroitement son verre d'eau. « Ça peut attendre. » Le magnifique repas de Thanksgiving pour lequel j'avais tant travaillé refroidissait dans nos assiettes. L'air, autrefois rempli de chaleur et de rire, était maintenant épais de ressentiments et d'accusations non dites. C'était suffocant. J'ai décidé de donner un coup de pouce. Alors, ai-je dit, d'une voix conversationnelle en coupant un autre morceau de dinde. Depuis combien de temps ma demi-sœur t'aide-t-elle à prendre des décisions concernant nos biens communs? La fourchette de Russell s'abattit sur son assiette. Brenda, pour l'amour de Dieu, pas maintenant. Pourquoi pas maintenant, Russell, ai-je demandé, ma voix toujours légère, toujours calme. Il me semble que c'est le moment idéal pour l'honnêteté. Où devrions-nous attendre que tu aies engagé des déménageurs pour emballer mes affaires? Après que tu aies donné à ma sœur une clé de ma porte d'entrée? Meredith laissa échapper un sanglot et repoussa sa chaise. Tu fais vraiment ça, s'écria-t-elle, la voix brisée de douleur en fixant son père. Tu quittes maman pour elle? C'est compliqué, Meredith, dit Russell, se rabattant sur l'excuse classique et vide de sens d'un homme coupable. Non, ça ne l'est pas, dit Forrest, la voix dangereusement basse. Ça ne l'est vraiment, vraiment pas. Juste à ce moment-là, le téléphone de Russell, qu'il avait posé face contre table, se mit à vibrer à nouveau. La vibration était forte et agressive dans le silence tendu. Tout le monde le fixa. Il jeta un coup d'œil à l'écran. J'ai vu le nom clignoter pendant une fraction de seconde. Cheryl. Même maintenant, après qu'il ait fait exploser toute sa famille pour elle, elle ne pouvait pas lui accorder un seul instant de paix. Réponds, ai-je dit, la voix calme. Ne nous laisse pas te retenir. Elle est de toute évidence ta priorité. Son visage devint d'un rouge profond et marbré. Il tapota l'écran, refusant l'appel. C'est un truc du travail. Meredith laissa échapper un rire qui ressemblait plus à un aboiement de douleur. Le travail? Un jour de Thanksgiving? À 7 heures du soir? Est-ce que tante Cheryl travaille avec toi maintenant, elle aussi? Le téléphone vibra encore et encore, une convocation implacable et exigeante de sa nouvelle vie. Le sang-froid de Russell avait complètement disparu. Il était agité, sa main allant à plusieurs reprises à la poche de sa veste, tâtant l'enveloppe comme si elle lui brûlait un trou dans le tissu. Vous savez quoi, dit Forrest, se levant si brusquement que sa chaise faillit basculer. Sa serviette tomba sur le sol. J'ai perdu l'appétit. Il fixa son père avec un regard d'un mépris si cinglant que même moi j'ai tressailli. 24 ans de mariage, papa. 24 ans. Et tu fais ça. Tu annonces que tu quittes maman pour sa propre sœur au dîner de Thanksgiving comme si tu présentais un fichu rapport trimestriel. Forrest, tu ne comprends pas la situation. Oh, je comprends parfaitement la situation, le coupa Forrest, sa voix comme de l'acier. Tu as décidé que ta petite crise de la quarantaine était plus importante que la dignité de maman, plus importante que cette famille, plus importante que tout. Il se tourna et sortit de la pièce sans regarder en arrière. Un instant plus tard, nous entendîmes le son lourd et final de la porte de sa chambre qui claquait à l'étage. Meredith fixa son père, son jeune visage un désordre de larmes et de désillusion. « Papa » murmura-t-elle, ce nom d'enfance un poignard dans le cœur. « Comment as-tu pu » Pendant une fraction de seconde, j'ai vu une fissure dans l'armure de Russell. Une lueur de douleur sincère à la vue du chagrin de sa fille. Mais son téléphone vibra de nouveau, une 5e fois, et le masque se remit en place. Le moment d'humanité avait disparu. Cette fois, il répondit, nous tournant le dos. Je ne peux pas parler maintenant, siffla-t-il dans le téléphone. Mais il était trop tard. Nous pouvions entendre la voix aiguë et plaintive de Cheryl à travers l'écouteur, exigeante et insistante.
Il a raccroché, mais le mal était fait. Le dernier fil avait été coupé. Cette nuit-là, seul dans notre lit conjugal pour ce que je savais être la dernière fois, je ne pouvais pas dormir. La maison était silencieuse, mais mon esprit hurlait. Il rejouait un film vieux de 15 ans, une histoire que je pensais être un conte réconfortant sur une famille recomposée, mais que je réalisais maintenant être un film d'horreur déguisé. Je me suis souvenu du jour où mon père m'a fait asseoir pour me dire qu'il se remariait. Cela faisait 10 ans que ma mère était décédée d'un cancer et bien que la nouvelle ait été un choc, j'étais heureuse pour lui. Sa fiancée, Sandra, était une femme douce et gentille, veuve elle-même. Elle avait une fille, Cheryl, qui avait 10 ans de moins que moi. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Cheryl. Elle avait la jeune vingtaine, calme et observatrice avec de grands yeux tristes. Elle semblait si perdue. Mon cœur s'est tourné vers elle. Ma propre mère était partie et je connaissais la douleur de cette perte. Je me suis donné pour mission personnelle de la faire se sentir comme une partie de notre famille. Je l'ai prise sous mon aile. Je l'ai aidée à décorer son premier appartement, je lui ai donné ma vieille voiture fiable quand elle en a eu besoin, et je lui ai répété encore et encore, tu peux me considérer comme ta grande sœur maintenant. Elle a joué le rôle de la petite sœur adoratrice à la perfection. Elle était toujours pleine de compliments. Oh, Brenda, ta maison est si belle, disait-elle. Et Russell est juste le meilleur mari. Tu as tellement de chance. Elle regardait ma vie, la vie que j'avais construite avec Russell, avec une sorte d'admiration avide que j'avais confondue avec de l'affection. Des années plus tard, quand son propre mariage éphémère s'est effondré, c'est moi qu'elle a appelé à 2 heures du matin, pleurant hystériquement. Et bien sûr, je lui ai dit de venir rester chez nous. Toi et les enfants pouvaient rester aussi longtemps que nécessaire, avais-je dit sans une seconde d'hésitation. Elle et ses 3 jeunes enfants ont emménagé dans nos chambres d'amis pendant 2 mois. C'était chaotique, mais j'étais heureuse de le faire. C'est ce que font les sœurs. Russell, à l'époque, semblait être un saint. Il était si gentil avec ses enfants. J'ai des souvenirs vifs de lui dans le jardin enseignant patiemment à son fils de 6 ans comment lancer une balle de baseball, poussant sa fille de 4 ans sur les balançoires pendant ce qui semblait être des heures. Je regardais depuis la fenêtre de la cuisine, mon cœur gonflé de fierté. Quel homme bon j'ai épousé, pensais-je. Si gentil et compatissant. Maintenant, le souvenir de ses mains sur le dos de cette balançoire, poussant ma nièce, ma future remplaçante, de plus en plus haut, me donnait la nausée. Pendant cette période, les limites ont commencé à s'estomper d'une manière que je n'ai pas vue. Elle a commencé à l'appeler pour tout. Un pneu crevé, un robinet qui fuit, des conseils sur son accord de divorce. Russell est tellement intelligent pour ces choses, me disait-elle avec effusion. C'est un vrai homme, tu sais. Il gère les choses. C'était toujours formulé comme un compliment pour moi, pour l'homme merveilleux que j'avais choisi. Je le vois maintenant, bien sûr. Je vois la campagne calculée qu'elle menait. Chaque soupir sur ses propres difficultés était une pique subtile à ma bonne fortune. Chaque compliment sur mon mari était un moyen de se rapprocher de lui. Chaque demande d'aide était une excuse pour s'insérer dans le tissu de nos vies. Elle était le serpent patient et souriant dans mon jardin, et j'avais été celle qui lui avait tenu la porte ouverte, complètement aveugle au poison qu'elle portait. Le véritable effondrement a commencé environ 9 mois avant ce Thanksgiving, bien que j'étais dans un déni si profond que j'ai refusé de le voir pour ce que c'était. Cela a commencé par les signes classiques, ceux que l'on lit dans les magazines et que l'on pense ne jamais nous arriver. Les soirées tardives au bureau sont devenues plus fréquentes, toujours imputées à un gros projet ou à un client exigeant. Les dîners d'anniversaire étaient annulés à la dernière minute à cause d'une urgence professionnelle. Il a commencé à protéger son téléphone avec la férocité d'un dragon gardant son trésor. S'il le laissait sur la table basse et que je passais à côté, il se tendait. J'ai essayé d'ignorer le sentiment de malaise dans mon estomac. Il est juste stressé, me suis-je dit. Sa récente promotion s'accompagne de plus de responsabilités. Je lui trouvais des excuses parce que l'alternative était tout simplement trop terrifiante à envisager. La première preuve concrète est arrivée un mardi pluvieux dans une pile de courriers indésirables. C'était un relevé de carte de crédit et j'ai failli le jeter, mais la fenêtre d'adresse a attiré mon attention. Il était adressé à Monsieur Russell Davison et Madame Cheryl Peters. Peters était son nom de femme mariée. Mes mains se sont mises à trembler en l'ouvrant. C'était un compte joint dont je ne savais rien. Les dépenses dépeignaient une image écœurante de vie domestique.
Des visites hebdomadaires à l'épicerie. Des achats chez Carter S et The Children's Place. Une dépense de plus de $600 dans un magasin appelé Little Dreamer Furniture. J'ai senti une vague de nausées. Il achetait des lits superposés pour ses garçons. Pendant ce temps, j'avais été celle qui jonglait avec nos finances, essayant de comprendre pourquoi nous avions soudainement du mal à payer le prêt hypothécaire à temps, pourquoi nos économies diminuaient. Il m'avait dit que sa nouvelle structure salariale était compliquée et que ses primes étaient différées. Un autre mensonge. Je l'ai confronté ce soir-là, le relevé tremblant dans ma main. Il n'a même pas bronché. Il s'est lancé dans une explication lisse et préparée. Oh, ça, a-t-il dit, d'un geste dédaigneux de la main. Pauvre Cheryl, elle a de terribles problèmes avec son ex. Il a gelé ses comptes bancaires. Je l'aide juste jusqu'à ce que les avocats puissent régler ça. J'ai mis mon nom sur la carte pour l'aider avec son crédit. L'explication était si plausible, livrée avec une telle préoccupation sincère pour ma pauvre demi-sœur en difficulté que je l'ai presque cru. Je voulais le croire. Alors, j'ai laissé tomber. La preuve finale et indéniable est venue de ma propre fille. C'était un samedi ensoleillé de juillet, et Russell m'avait dit qu'il s'envolait pour Denver pour un séminaire de travail obligatoire de tout le week-end. Cet après-midi-là, Meredith m'a appelé, pétillante de sa gaieté habituelle. « Salut maman. Tu ne devineras jamais qui je viens de voir au parc près de mon appartement, a-t-elle dit nonchalamment. C'était papa. Il était avec tante Cheryl et les enfants. C'était si mignon. Il poussait sa petite fille sur les balançoires et elle riait aux éclats. Le monde a basculé sur son axe. Mon sang s'est glacé. Il est en ville, ai-je balbutié, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Oui. J'ai failli aller lui dire bonjour, a poursuivi Meredith, inconsciente de mon trouble. Mais je ne sais pas, maman. Ça semblait un peu intime. La façon dont elle le regardait, j'avais l'impression que j'interromprais quelque chose de privé. Est-ce que tout va bien? Tout va bien, ma chérie, ai-je menti, les mots ayant un goût de poison. Il l'a probablement juste croisé. Tu connais ton père, toujours heureux de rendre service. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le salon silencieux pendant des heures, le soleil de l'après-midi passant au gris. Il n'y avait plus d'excuses. Il n'y avait plus de déni. Tout était vrai. Les soirées tardives, la carte de crédit secrète, les voyages d'affaires. Mon mari n'avait pas seulement une liaison. Il menait une vie parallèle complète. Une vie où il jouait le père attentionné pour les enfants d'une autre femme, les enfants de ma propre sœur, pendant que sa propre famille était nourrie d'un régime de mensonges. C'est ce jour-là que j'ai cessé d'être une épouse luttant pour son mariage. C'est ce jour-là que je suis devenue une femme se préparant à la guerre. Le lundi suivant l'appel de Meredith, je n'ai pas pleuré. Je me suis organisée. J'ai passé toute la matinée dans mon bureau à la maison à imprimer des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et à faire des captures d'écran des réseaux sociaux de Cheryl. Ses comptes étaient privés, mais elle avait accepté ma demande d'amitié des années auparavant, et dans son arrogance, n'avait jamais pensé à me supprimer. Elle ne publiait pas de photos du visage de Russell, mais elle publiait tout le reste. Des photos de ses enfants mangeant de la glace chez un glacier que je savais être le préféré de Russell. Une photo d'un nouvel ensemble de patios qui ressemblait étrangement à celui que j'avais vu sur notre relevé de carte de crédit secret. Elle avait légendé, tellement reconnaissante envers mon généreux bienfaiteur qui fait de notre maison un foyer à nouveau. Cela m'a rendu malade. Avec un épais dossier de preuves entre les mains, j'ai pris rendez-vous avec l'avocat spécialisé en divorce le plus impitoyable et le plus cher de l'État, Clayton Richard. Son bureau se trouvait au dernier étage d'un gratte-ciel du centre-ville, tout en bois sombre et en chrome poli, avec une vue qui criait le pouvoir. Je me suis assise en face de son vaste bureau en acajou et je lui ai tout raconté. Je n'ai pas pleuré. J'ai exposé les faits, la chronologie, les preuves, comme si je présentais une proposition commerciale. Il a écouté sans interruption, ses doigts en clocher reposant sur son menton. Quand j'ai eu fini, il m'a jeté un long regard appréciateur. Madame Davison, a-t-il dit, sa voix calme et précise. Votre mari a été exceptionnellement stupide. Mais les hommes comme lui, prospères, charmants, arrogants, sont très doués pour contrôler le récit dans une salle d'audience. Il prétendra que ce n'était que des prêts à un membre de la famille dans le besoin. Il vous dépeindra comme jalouse et vindicative. Notre plus grande arme n'est pas cette preuve.
C'est l'effet de surprise. Nous avons passé les 2 heures suivantes à élaborer une stratégie. L'équipe de Clayton a fait une analyse approfondie de nos finances et a découvert ce que je soupçonnais. Des années auparavant, Russell m'avait convaincu de signer des papiers légaux qui mettaient notre maison et la plupart de nos investissements majeurs uniquement à son nom. Il me l'avait présenté comme une décision intelligente à des fins fiscales et successorales, un moyen de protéger nos actifs. En réalité, c'était un moyen de consolider son pouvoir. C'était une erreur qui allait lui coûter tout. Clayton a rédigé une épaisse pile de documents. Ils étaient brillamment conçus pour paraître aussi ennuyeux que possible, remplis de paragraphes denses sur les fiducies familiales, l'allocation d'actifs et la mise en place des fonds universitaires des enfants. Enfoui au plus profond de cette pile, à la page 37, se trouvait un simple acte de renonciation d'une page. Un document qui transférerait légalement la pleine et unique propriété de notre maison familiale du nom de Russell au mien. Ce soir-là, j'ai trouvé Russell dans le bureau, absorbé par un match de football. Je suis entré et j'ai posé la pile de papier et un stylo sur ses genoux. « Chérie », ai-je dit, ma voix dégoulinant de la douceur désinvolte d'une épouse dévouée. Clayton dit que nous devons vraiment faire signer ces documents de planification successorale. Il dit que c'est le meilleur moyen de protéger l'héritage des enfants de toute responsabilité future. J'ai utilisé le jargon juridique que Clayton m'avait appris à utiliser. Il a grogné, agacé par l'interruption. Oui, d'accord. Montre-moi juste où signer. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. J'avais placé des onglets jaunes vifs, signés ici, sur 5 pages différentes. Il n'a pas lu un seul mot. Il a simplement griffonné son nom sur les lignes désignées, ses yeux allant et venant entre le papier et l'écran de télévision. Il a cédé sa maison, son bien le plus précieux, avec moins de réflexion qu'il n'en aurait accordé à la commande d'une pizza. C'est fait, a-t-il dit, me rendant la pile, son attention déjà entièrement revenue sur le match. Merci, chérie, ai-je dit, ma voix parfaitement stable. J'ai pris les papiers et j'ai quitté la pièce. Le lendemain matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, j'étais au bureau du greffier du comté. J'ai regardé le greffier tamponner l'acte, le son résonnant dans la pièce silencieuse comme un coup de marteau. C'était fait. La maison était à moi. Le piège était tendu. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre que le rail entre. La semaine entre ce terrible Thanksgiving et le jour où Russell a finalement ouvert l'enveloppe a été la plus longue de ma vie. Nous nous déplacions dans la maison comme des fantômes, occupant le même espace mais vivant dans des mondes différents. L'air était épais de mots non dits. Il était nerveux et irritable, clairement déstabilisé par mon calme. Il s'attendait à une guerre des mots, à une bataille émotionnelle dramatique. Au lieu de cela, je lui ai donné le silence, et cela le rendait fou. Je l'observais du coin de l'œil alors qu'il tapotait la poche de sa veste, tâtant l'enveloppe, une habitude nerveuse dont il ne semblait pas pouvoir se défaire. Finalement, le jeudi matin suivant, le suspense est devenu trop fort pour lui. J'étais dans la cuisine en train de préparer tranquillement des crêpes pour moi-même quand il est apparu dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Ses cheveux étaient en désordre. Ses yeux étaient injectés de sang et il serrait l'enveloppe de couleur crème dans une poigne à en blanchir les jointures. « Brenda » a-t-il dit, sa voix un grognement sourd. « Nous devons parler. »« Qu'est-ce que c'est » J'ai retourné soigneusement une crêpe, le grésillement remplissant le silence tendu. Je ne me suis pas retourné. « Ce sont des documents, Russell. Ouvre-la et découvre ce qu'ils disent. » J'ai entendu le bruit violent du papier alors qu'il déchirait l'enveloppe. J'ai entendu le froissement frénétique alors qu'il dépliait les documents à l'intérieur. Puis il y a eu un long silence, terrible, absolu. Il s'est prolongé si longtemps que je me suis finalement retourné, spatule à la main. Il fixait l'acte de renonciation, son visage un masque d'incrédulité totale. Il était blanc comme un linge. Tu, balbutia-t-il, sa voix un murmure étranglé. Tu as transféré l'acte de propriété. Je me suis adossé au comptoir, prenant une lente gorgée de mon café. C'est exact, ai-je dit, ma voix aussi calme que si nous discutions de la météo. Il y a 3 mois, en fait. C'est incroyable la quantité de paperasse importante qui n'est pas lue quand on est occupé à construire une nouvelle vie avec la famille de quelqu'un d'autre. Tu m'as piégé, siffla-t-il, ses yeux flamboyants d'un mélange de rage et d'horreur naissante. Pendant tout ce temps, tu savais. Tu as planifié ça. Je me suis protégé, ai-je dit, ma voix se durcissant.
Après que tu aies clairement indiqué que tu comptais me laisser sans rien. Il y a une différence. La maison, bégaya-t-il, son esprit luttant clairement pour traiter toutes les implications. Mais Cheryl s'attend à nous avons déjà regardé des meubles. Nous avons des projets. Cheryl s'attend à une maison qui n'a jamais, au grand jamais, été à toi de donner, ai-je dit, posant ma tasse sur le comptoir avec un clic sec et final. C'est drôle comme ça marche, n'est-ce pas? Comme invoqué par une magie noire, son téléphone se mit à sonner, sa sonnerie joyeuse une insulte discordante dans l'atmosphère chargée. Nous avons tous les deux regardé l'écran. Cheryl. J'ai vu la dernière once de couleur s'écouler de son visage. Le moment de vérité était arrivé. Il lui avait promis un royaume qu'il ne possédait plus. Et maintenant la reine appelait pour prendre des nouvelles de son château. Il a tâtonné avec le téléphone, sa main tremblante, et a répondu à la 4e sonnerie. Sa voix était une imitation pathétique de son ton assuré habituel. « Salut, ma belle. » La voix de Cheryl était si nette et claire que je pouvais entendre chaque mot de l'autre côté de la cuisine. « Russell, Dieu merci tu réponds. Je pensais au calendrier pour la vente de la maison, et je pense que nous devons aller plus vite. Les enfants sont tellement excités par leur nouvelle chambre, et j'ai vu le canapé sectionnel le plus parfait en ligne. Quand penses-tu que nous aurons les papiers signés et que nous pourrons faire une offre sur la maison de Westfield? » Les yeux désespérés et paniqués de Russell rencontrèrent les miens. Je lui ai adressé un sourire doux et apitoyé et je suis retourné à mes crêpes. Il était seul. En fait, Cheryl, balbutia-t-il, la voix brisée. Il y a eu une complication. Le silence qui suivit était lourd et froid. Quand Cheryl parla de nouveau, sa voix avait perdu toute sa douceur. C'était un murmure dangereux et glacial. Quel genre de complication? Russell prit une inspiration tremblante. Il s'avère, dit-il, les mots à peine audibles, que la maison elle n'est techniquement plus à mon nom. Comment ça, elle n'est pas à ton nom, hurla-t-elle. C'est ta maison. Tu y vis depuis 20 ans. Il me regarda, un appel silencieux et impuissant sur son visage. Je l'ai ignoré, fredonnant doucement pour moi-même en faisant glisser une crêpe parfaitement dorée sur une assiette. Brenda, a-t-il finalement étouffé? Brenda a transféré l'acte il y a des mois sans me le dire. Je viens de le découvrir. L'explosion à l'autre bout du fil était d'une beauté terrifiante. Sa voix est montée à un ton que j'étais sûr qu'il pourrait briser le verre. Un torrent de vitriol s'est déversé à travers le haut-parleur. Des mots comme « trahi »,« incompétent »,« manipulé » et « serpent menteur et pathétique » ont rempli ma cuisine calme et ensoleillée. Alors, si je comprends bien, a-t-elle finalement crié, sa voix redescendant dans une gamme simplement furieuse. Tu m'as promis, à moi et à mes enfants, une maison que tu n'as jamais réellement possédée? J'ai perdu des mois de ma vie avec un mari pathétique et infidèle qui n'a même pas de plan? Tu es inutile. La ligne est devenue silencieuse. Russell est resté figé, fixant son téléphone silencieux comme s'il l'avait physiquement frappé. Il a lentement levé les yeux vers moi, son visage un masque creux de défaite. Elle m'a raccroché au nez. Choquant, ai-je dit, versant du sirop d'érable sur ma crêpe. Qui aurait pu prédire qu'une femme dont l'intérêt principal était la sécurité financière pourrait perdre tout intérêt au moment où l'argent disparaît? Les jours qui ont suivi cette confrontation ont été un tourbillon de chaos délicieux et vertueux pour lui et de progrès calme et constant pour moi. Cheryl, fidèle à elle-même, a déchaîné une tempête de feu numérique. Un barrage de textos, chacun plus venimeux que le précédent, détaillant ses échecs en tant qu'homme, pourvoyeur et comploteur avant qu'elle ne bloque son numéro sur toutes les plateformes. Il était complètement coupé du monde. Il a essayé pathétiquement de regagner l'affection de nos enfants. Il a laissé de longs messages vocaux décousus à Forrest et Meredith, pleins d'apitoiement sur soi et d'excuses bidons. Ils n'ont pas rappelé. Forrest a finalement répondu à la 10e tentative, et l'appel a été brutal et court. J'étais dans la pièce voisine et je pouvais entendre la voix froide et claire de Forrest. Tu as fait ton choix au dîner de Thanksgiving, papa. Nous avons fait le nôtre. Nous sommes avec maman. Ne m'appelle plus à moins que ce ne soit pour t'excuser auprès d'elle. Puis il a raccroché. Russell a déménagé une semaine plus tard. Je me suis assuré d'être sorti déjeuner avec des amis quand le camion de déménagement est arrivé. Je ne voulais pas regarder. Quand je suis revenu, la maison était silencieuse. Il avait pris ses vêtements, ses clubs de golf et son fauteuil inclinable en cuir préféré.
Il a laissé derrière lui 24 ans d'albums photos, le rocking chair que nous avions acheté pour la chambre de Forrest et tous les fantômes de la vie que nous avions construite ensemble. J'ai appris plus tard qu'il avait loué un petit appartement d'une chambre, sans âme, de l'autre côté de la ville. Ce n'était pas le manoir de 5 chambres à Westfield qu'il avait promis à ma demi-sœur. Les mois suivants ont été consacrés à la reconstruction. Je rencontrais Clayton régulièrement et la procédure de divorce avançait, maintenant entièrement selon mes conditions. J'ai commencé à me réapproprier ma maison pièce par pièce. J'ai donné son affreux fauteuil inclinable à une œuvre de charité. J'ai peint notre chambre d'un bleu calme et serein. J'ai commencé un cours de yoga. J'ai déjeuné avec des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Je reconstruisais ma vie, lentement, soigneusement. Je pensais que le pire du drame était terminé. J'étais si naïve. Un après-midi pluvieux d'avril, environ 4 mois après son départ, Meredith m'a appelé, la voix tremblante d'un mélange de colère et d'incrédulité. « Maman » a-t-elle dit, la voix basse. « Tu dois t'asseoir. Papa et tante Cheryl sont de nouveau ensemble. » La tasse de café que je tenais m'a glissé des doigts, se brisant sur le carrelage. « Quoi? Comment est-ce possible? » « Je ne sais pas, dit-elle, la voix pleine de dégoût. Il a dû ramper jusqu'à elle et la supplier. Mais ce n'est pas le pire, maman. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'elle avait accepté de le reprendre et de l'épouser, mais à une condition. Ils doivent commencer à essayer d'avoir un bébé immédiatement. L'audace pure et stupéfiante de la chose m'a laissé sans voix. Un bébé. Russell avait 52 ans, mais l'urgence de la situation semblait anormale. Ce n'était pas romantique. Cela semblait désespéré. Cela ressemblait à une transaction. J'ai eu ma réponse une semaine plus tard, et elle était plus laide que je n'aurais jamais pu l'imaginer. J'étais à l'épicerie en train de prendre quelque chose pour le dîner quand je l'ai vue. Cheryl. Elle était dans l'allée de la pharmacie, le dos tourné vers moi, parlant au téléphone dans un murmure pressé et en colère. Je me suis caché derrière un imposant présentoir de bouteilles de vitamines, mon cœur battant contre mes côtes. Je sais que c'était mal d'écouter aux portes, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. L'accord de garde est en béton armé, sifflait-elle dans son téléphone. L'avocat de mon ex-mari est un requin. Si je veux demander au tribunal de déménager les enfants hors de l'État, je dois fournir la preuve d'un changement de circonstances stable et à long terme. Le moyen le plus simple de le faire est d'être remarié et de démontrer que mon nouveau mari et moi construisons une nouvelle unité familiale permanente. Un nouveau bébé est le moyen le plus rapide de le prouver. C'est une clause archaïque sur la planification familiale et la stabilité financière. J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Tout était un mensonge. Cela n'avait rien à voir avec l'amour ou le pardon. C'était une stratégie juridique froide et calculée. Elle avait besoin d'un bébé comme pion dans une bataille pour la garde des enfants avec son ex-mari, un moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Et elle allait utiliser mon ex-mari stupide et brisé, comme étalon pour l'obtenir. Et à ce moment-là, en écoutant le poison dans la voix de ma demi-sœur, j'ai su que ce n'était pas fini. Elle n'était pas seulement une briseuse de ménage. Elle était une prédatrice et j'étais la seule à connaître le seul secret qui pouvait l'arrêter. Si vous écoutez encore, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant avec le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez donné un pouce levé et cela me dit que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien signifie énormément pour moi et il me donne la force de continuer. Commentez simplement avec le chiffre 1 et écoutez ensuite ce que j'ai fait. Alors que je rentrais de l'épicerie, mon esprit tournait à toute vitesse. Les mots de Cheryl résonnaient dans mes oreilles. Un nouveau bébé est le moyen le plus rapide de le prouver. La phrase a déverrouillé un souvenir que j'avais enfoui si profondément qu'il était pratiquement fossilisé. Un secret douloureux et honteux qui n'était même pas le mien, mais dont j'avais porté le poids pendant des années. C'était il y a plus de 20 ans. Après la naissance de Meredith, nous avions essayé d'avoir un 3e enfant. Pendant 3 ans, nous avons essayé. J'ai subi des tests invasifs, j'ai suivi mes cycles et j'ai pleuré chaque mois à l'arrivée de mes règles. Les médecins ont fait tous les tests imaginables et sont toujours arrivés à la même conclusion. Il n'y a rien qui cloche chez vous, Brenda. C'est juste inexpliqué. Je me suis blâmé. J'ai porté cet échec comme une lourde pierre dans mon cœur. Le sentiment calme et persistant que mon corps avait laissé tomber ma famille. Des années plus tard, après le décès du père de Russell, nous étions debout tard un soir et il a eu un rare moment d'honnêteté ivre et larmoyante.
Il m'a avoué quelque chose cette nuit-là qui avait ébranlé les fondations de ma confiance en lui. Il m'a dit que pendant cette période difficile, il était allé secrètement chez un urologue et avait fait tester sa propre fertilité. Il ne me l'avait jamais dit. Les résultats, a-t-il admis, avaient montré une fertilité gravement compromise. Le médecin lui avait dit que bien que ce ne soit pas impossible, ce serait un quasi-miracle pour lui d'engendrer un autre enfant naturellement. Il m'avait laissé porter le blâme pendant toutes ces années. Il m'avait laissé croire que c'était moi qui étais brisé parce qu'il était trop honteux, trop fier pour admettre son propre échec. La trahison était si profonde que je l'avais simplement mise de côté. C'était un mensonge parmi une pile grandissante, et je n'avais pas la force de m'en occuper à l'époque. Mais maintenant, ce secret douloureux ressemblait à un cadeau. C'était une arme karmique parfaitement aiguisée qui venait de m'être remise. Le lendemain matin, j'ai passé un appel que je n'avais pas fait depuis des années. Le docteur Martinez, notre ancien médecin de famille, était maintenant à la retraite, vivant dans une petite ville à quelques heures de route. J'ai trouvé son numéro en ligne. Il a semblé surpris mais heureux de m'entendre. Nous avons bavardé quelques minutes de ses petits-enfants et de mes enfants. Puis je suis allé droit au but. Docteur Martinez, ai-je dit, la voix stable. Je sais que c'est une demande inhabituelle, et je connais le secret médical, mais je dois vous poser une question hypothétique concernant les antécédents médicaux de Russell. Il y a eu une pause prudente. D'accord, Brenda. Hypothétiquement. Hypothétiquement, ai-je commencé, si un patient avait fait un test de fertilité, disons il y a 24 ans, est-ce qu'un enregistrement de ce test existerait encore quelque part dans son dossier médical archivé? La pause a été plus longue cette fois. Je pouvais l'entendre réfléchir. Hypothétiquement, dit-il lentement, les dossiers médicaux doivent légalement être conservés pendant très longtemps. Donc, oui, hypothétiquement, cet enregistrement existerait presque certainement encore. Et hypothétiquement, ai-je poursuivi, mon cœur commençant à battre un peu plus vite, si un tribunal, dans le cadre d'une procédure de divorce formelle, devait assigner à comparaître l'historique médical complet d'un patient, votre ancien cabinet serait-il légalement obligé de fournir tout ce qui se trouve dans ce dossier archivé? Hypothétiquement, dit le docteur Martinez, et je pouvais entendre un léger sourire dans sa voix, nous n'aurions d'autre choix que de nous conformer entièrement à une ordonnance du tribunal. Merci, docteur, ai-je dit. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Mon appel suivant a été pour Clayton. Clayton, ai-je dit, ma voix résonnant d'une confiance nouvelle. J'ai une demande spéciale. Nous devons modifier notre demande de communication de pièces. Je veux assigner à comparaître l'historique médical complet de Russell remontant jusqu'au début de notre mariage. Il y a eu un moment de silence de son côté. Brenda, dit-il prudemment. C'est une demande large. Puis-je demander ce que nous cherchons? Disons simplement, ai-je répondu, un lent sourire se dessinant sur mon visage, que j'ai une forte suspicion que mon futur ex-mari est sur le point de commettre une fraude dans une procédure judiciaire familiale. Et je pense que j'ai la preuve. Clayton, étant le requin brillant qu'il était, a agi avec une vitesse incroyable. En une semaine, un juge avait signé l'assignation. Le timing était presque poétique. Russell et Cheryl, dans leur course désespérée pour créer leur nouvelle unité familiale, avaient prévu un petit mariage rapide un samedi après-midi de juin. L'audience de garde si importante pour Cheryl était prévue pour le lundi suivant. Elle entrerait dans cette salle d'audience en tant que nouvelle mariée, espérant présenter au juge une image de bonheur domestique et de future maternité. J'ai passé ce samedi matin dans mon jardin. Le soleil était chaud sur mon dos, et l'odeur de la terre fraîchement retournée remplissait l'air. Je plantais un nouveau parterre de roses, plongeant mes mains dans la terre, me sentant ancré et en paix. Je ne me sentais pas vengeresse ou en colère. Je me sentais sereine. J'étais simplement une force de la nature, laissant les événements se dérouler comme ils le devaient. Mon téléphone a sonné à précisément 16h30. C'était Meredith. Elle avait, contre son meilleur jugement, mais alimentée par une curiosité morbide qu'elle avait sans aucun doute hérité de moi, décidé d'assister au mariage. Sa voix tremblait, mais pas de tristesse. Elle tremblait de rires hystériques réprimés. Maman, a-t-elle réussi à articuler entre deux hoquets. Oh mon Dieu, maman, tu ne vas jamais croire ce qui vient de se passer. Et c'est moi, ai-je dit, m'asseyant sur mon banc de jardin. Meredith a brossé un tableau glorieux. Clayton avait fait en sorte qu'un coursier du tribunal agréé livre les dossiers médicaux à signer.
Le coursier, un homme à l'air sévère dans un costume officiel, était entré dans la suite de la mariée où Cheryl recevait les dernières retouches de sa coiffure et de son maquillage. Il lui avait tendu une épaisse enveloppe scellée légalement marquée « Urge PR ordonnance du tribunal ». Cheryl, selon Meredith qui regardait depuis le couloir, avait arraché l'enveloppe, supposant qu'il s'agissait d'un harcèlement juridique de dernière minute de la part de son ex-mari. Elle l'a ouverte. Meredith a décrit avoir vu le visage de Cheryl passer par une série d'émotions stupéfiantes. D'abord, la confusion en regardant l'entête médicale inconnue. Puis, la compréhension naissante en lisant les résultats d'un test de fertilité datant de 24 ans. Puis une prise de conscience pâle et horrifiée et enfin, une nuance de rage cramoisie que Meredith a dit n'avoir jamais vue sur un être humain auparavant. Elle a lu le rapport froid et clinique qui détaillait la fertilité gravement compromise de Russell. Le rapport qui rendait tout son plan, toute la raison de son mariage blanc, une impossibilité totale. Au moment où Russell est arrivé sur les lieux, rayonnant dans son smoking mal ajusté, prêt à réclamer sa fiancée, tout était terminé. Cheryl avait arraché son voile, était sortie en trompe de la suite nuptiale dans sa robe de mariée, et était partie. Elle ne lui avait même pas parlé. Elle a juste laissé l'enveloppe ouverte sur la coiffeuse, le rapport accablant posé sur un tas d'épingles à cheveux jetés. Elle est partie, maman, a dit Meredith, laissant finalement échapper un grand éclat de rire. Elle l'a littéralement planté devant l'autel. Papa est juste là, debout dans la salle de banquet vide, entouré de fleurs et de hors-d'œuvre non consommés. Le mariage est annulé. C'est fini. J'ai fermé les yeux, levant le visage vers le chaud soleil de l'après-midi. C'est vraiment dommage, ai-je dit, ma voix teintée d'une ironie si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Maman, dit Meredith, sa voix soudainement suspicieuse. Ces dossiers médicaux, tu ne saurais pas quelque chose à ce sujet, par hasard? L'historique médical privé de ton père est son affaire, ai-je dit, et chaque mot était la vérité. S'il a choisi de ne pas partager des informations cruciales avec sa fiancée avant de lui demander de l'épouser, eh bien, cela ressemble à un problème personnel entre deux. Ce soir-là, Forrest et Meredith sont venus. Nous n'avons pas parlé de Russell ou de Cheryl. Nous nous sommes assis sur le porche, avons ouvert une bouteille de champagne cher que je gardais, et avons regardé le coucher de soleil peindre le ciel de glorieuses nuances de victoire. Nous étions chez nous. Nous étions ensemble, et nous étions enfin libres. Les feuilles d'automne revenaient à nouveau, recouvrant la pelouse de nuances de pourpre doré lorsque l'invitation est arrivée. Elle était imprimée sur un papier cartonné épais de couleur crème. L'écriture était élégante et joyeuse. C'était l'annonce de la fête de fiançailles de Forrest et de sa fiancée Sarah. Sarah était une architecte brillante, une femme gentille et drôle qui faisait rire mon fils d'une manière qui me rappelait quand il était petit garçon. En tenant la belle invitation dans mes mains, j'ai ressenti une vague de bonheur profond et paisible. Le monde s'était remis en ordre. Cela faisait presque 2 ans depuis l'apocalypse de Thanksgiving. La maison, autrefois le théâtre d'une trahison dévastatrice, était devenue mon sanctuaire. J'avais peint le salon d'un vert sauge doux et apaisant. L'ancien bureau sombre de Russell, une pièce que j'avais toujours détestée, était maintenant mon coin lecture ensoleillé, rempli de plantes luxuriantes et de piles de livres. L'air même de la maison semblait plus léger, comme si les murs eux-mêmes avaient enfin expiré. Ma vie m'appartenait maintenant, d'une manière qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Mes semaines avaient un nouveau rythme. Le mercredi, je faisais du bénévolat dans un refuge pour femmes du centre-ville, utilisant ma propre expérience durement acquise pour aider d'autres femmes à naviguer dans les eaux juridiques périlleuses d'un divorce difficile. Mon amitié avec Clayton, mon avocat, s'était tranquillement, de manière inattendue, transformée en quelque chose de plus. Ce n'était pas une passion ardente, mais une braise ardente de camaraderie construite sur une base de respect mutuel et de rire facile. Nous dînions ensemble une fois par semaine. C'était agréable. Cela ressemblait à une possibilité. La vie de Russell, j'avais entendu dire par des oui-dire, avait pris un chemin très différent. Après la débâcle du mariage, sa vie personnelle et professionnelle avait complètement implosé. Il a perdu son emploi bien rémunéré. La raison officielle était là, restructuration de l'entreprise, mais la vérité était que l'histoire de son échec personnel spectaculaire était devenue de notoriété publique, brisant sa réputation de fiabilité. Cheryl avait disparu, déménageant probablement hors de l'État après l'échec de sa bataille pour la garde des enfants. Russell travaillait maintenant comme consultant indépendant, vivant seul dans ce même triste studio, le fantôme de l'homme puissant qu'il pensait être autrefois. Puis le mois dernier,
il a fait quelque chose que je n'aurais jamais attendu. Il m'a appelé. C'était la première fois que nous nous parlions directement depuis la finalisation du divorce. Sa voix était plus faible que dans mon souvenir, dépouillée de son arrogance habituelle. Brenda, avait-il dit, la voix hésitante. Salut. Je sais que je n'ai aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais j'ai vu l'annonce des fiançailles. Seras-tu à la fête de Forrest? Bien sûr que j'y serai, Russell, avais-je répondu, surprise par sa question. C'est mon fils. Il y a eu une longue pause. Je veux venir aussi, avait-il dit, sa voix à peine un murmure, mais je ne viendrai pas si cela te met mal à l'aise. Je sais que j'ai perdu le droit d'être là. Mais j'aimerais essayer de reconstruire une sorte de relation avec mes enfants. L'ancienne Brenda aurait peut-être savouré ce moment, l'aurait peut-être utilisé pour porter un dernier coup fatal. Mais je n'étais plus cette femme. Mon bonheur ne dépendait plus de sa souffrance. Forrest et Meredith sont des adultes, Russell, lui ai-je dit, ma voix égale. Leur relation avec toi est leur choix. Je ne serai pas la raison pour laquelle tu ne peux pas essayer de réparer ce que tu as brisé. À la fête, qui se tenait dans un magnifique vieux country club, je l'ai observé de loin. Il avait l'air perdu et déplacé dans son vieux costume, un peu plus gris, un peu plus mince. J'ai regardé Forrest, avec Sarah à ses côtés, s'approcher de lui. Je les ai vus parler, l'expression de mon fils n'étant pas celle du pardon, mais d'une grâce calme et adulte. J'ai vu Meredith les rejoindre, polie, mais pas chaleureuse. Ils faisaient leur propre choix, et j'étais fier d'eux. Plus tard dans la soirée, Clayton m'a trouvé sur la terrasse surplombant les collines verdoyantes du terrain de golf. Il m'a tendu une coupe de champagne. « Comment tiens-tu le coup ?» a-t-il demandé, ses yeux bienveillants. J'ai pris une gorgée, les bulles pétillant sur ma langue. J'ai regardé à travers les baies vitrées la célébration à l'intérieur. J'ai vu mes deux beaux enfants, heureux et épanouis. J'ai vu l'homme qui m'avait si profondément blessé se tenir en périphérie, une figure solitaire dans une pièce joyeuse. Et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni amertume, juste la paix. Je vais mieux que bien, Clayton, ai-je dit, me tournant pour regarder l'horizon. Je vais bien. Vraiment bien. La femme qui s'était assise à cette table de Thanksgiving il y a 2 ans avait été terrifiée de perdre tout ce qu'elle avait construit. La femme debout sur cette terrasse comprenait maintenant que perdre tout est parfois la seule façon de découvrir ce que l'on possède vraiment. Et ce que j'avais maintenant, c'était une vie construite non pas sur des illusions, mais sur ma propre force. Un avenir brillant de promesses et entièrement, merveilleusement à moi. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez déjà dû vous battre pour sortir de l'obscurité et revenir à la lumière, veuillez partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Quel a été le moment de mon histoire qui vous a fait applaudir le plus fort? Vos histoires et votre soutien comptent plus que vous ne le savez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car nous avons tous des histoires qui valent la peine d'être racontées.